Comment est-ce qu'on construit la ville accueillante? Comment faire? On est en pleine actualité parce que la ville accueillante, on y est tous confrontés de manière plus ou moins personnelle quand on vit dans une ville, quand on marche dans la rue. Et elle est douloureusement illustrée par 3 rapports qui ont été livrés ces jours-ci. Donc le rapport de l'IAU qui montre une différenciation, en tout cas en Île-de-France, de plus en plus grande entre les territoires les plus riches et les territoires les plus pauvres. Donc l'écart se creuse. Celui de l'Observatoire des inégalités qui montre que les Français les plus aisés touchent 6,7 fois plus que 10% des Français les plus pauvres. Enfin, 10% des plus riches touchent 6,7 fois plus que les 10% des plus pauvres. Que la France, après la Suisse, est le pays où les gens sont les plus riches. Et que 10% des plus favorisés récupèrent 23,8% de l'ensemble. Et à l'autre bout de l'échelle, 5 millions de personnes vivent pauvrement avec moins de 855 € pour une personne seule par mois. Et puis il y a un 3e rapport, celui d'Amnesty International, qui critique les conditions qui sont faites aux migrants en France et surtout la manière dont la police et les institutions traitent les ONG, les associations, les personnes physiques qui viennent en aide à ces migrants. Donc, surtout à Grande-Synthe et à Calais. Alors, on parle beaucoup de la ville dans d'autres sphères et d'un autre côté. Donc, on vient de le voir, il y a des tas de projets immobiliers, des projets d'aménagement. On parle de villes inclusives, de villes durables, de villes belles, de villes écologiques, etc. C'est celle qu'on voudrait qui existe, en fait. Et puis, il y a une autre facette qu'on aborde moins, je trouve, qui est la ville des sans. Donc, la ville des sans-toit, des sans-travail, des sans-argent, des sans-famille, des sans-papiers, des sans-aide, parfois des sans-espoir. Et même si en France, tout ça ne veut pas dire qu'on est sans droit, parfois, ça ne change pas grand-chose. Et donc, la question que je voudrais qu'on aborde ce soir, c'était la manière dont les acteurs plus ou moins institutionnels, et ici c'est plutôt des acteurs décalés par rapport aux institutions, essaient de faire la ville avec ses sans, ou de prouver qu'on ne peut pas faire sans eux. Et pourtant, tout semble dire le contraire. C'est-à-dire que tout est fait pour que finalement ces indésirables ne soient pas très visibles, ou en tout cas ne soient pas présents dans la ville. Alors par exemple, l'espace est de plus en plus rare et de plus en plus fonctionnalisé, ce qui signifie que rien n'est prévu pour ce qui n'est pas prévu. Il n'y a pas de place pour ce qui n'est pas décidé au départ. Les aménagements sont de plus en plus figés et de plus en plus en amont, avec des projets immobiliers qui sont très très dessinés, très très décidés, ce qui empêche qu'ils s'adaptent au fur et à mesure. Et finalement, les gens pour qui on fait la ville, ceux qui vont y habiter, y travailler, y passer, etc., sont les plus éloignés de la décision, des décisions qu'on prend pour eux, finalement. Et puis la ville, elle est très cloisonnée, notamment dans ses approches sociales, qui se traduisent souvent par un guichet, ou des lieux qui sont stigmatisés ou stigmatisants, et qui sont réservés, même s'il n'y a pas besoin d'une affichette à l'entrée pour le signaler. Et donc ce soir, on a 3 personnes pour en parler, qui vont plutôt à l'encontre de ces pratiques que je viens de décrire, et c'est tant mieux. Donc Gwenaëlle Daboville, qui est urbaniste et responsable de l'agence Ville Ouverte, et qui œuvre pour la concertation et la participation, et justement la prise en compte des souhaits de ceux qui vont vivre la ville qu'on construit, ou qu'on réaménage, ou qu'on reconstruit. Nicolas Détry, qui est fondateur et animateur de Yes We Camp, c'est ça, donc qui investit des lieux en transformation, ou pas d'ailleurs, et pour tenter de préfigurer des usages adaptés à un territoire, un environnement social et économique, et qui vient d'ailleurs de mettre en place une formation à Paris-Est pour permettre que des gens apprennent à faire ça. Et puis, c'est ça. Et puis Antoine Dulin, qui est chargé de mission des escales solidaires d'habitat et humanisme en région Rhône-Alpes, et puis président du Conseil économique et social, vice-président, pardon. Et donc, d'habitude, quand on parle de la ville, on aime bien avoir un élu qui peut dire ce qu'il fait pour la ville, ce qui s'y passe, comment ça se déroule, etc. Mais Antoine Edgull, qui est élu à l'économie sociale et solidaire à la ville de Paris, n'a pas pu être là. Voilà. Alors, donc,
vous trois intervenez à différents stades de l'aménagement et du développement des villes. Et d'abord, Gwenaëlle, je commence par vous, parce qu'il me semble que c'est vous qui êtes la plus en amont. Ensuite, Nicolas, plutôt au milieu. Et puis, Antoine, vous intervenez sur des espaces qui sont déjà construits. Bon, après, évidemment, tout ça n'est pas si clair. Mais... Et donc, Gwenaëlle, comment la ville devrait commencer par prendre en compte les souhaits des habitants et surtout, comment vous faites, parce que ça c'est quelque chose qu'on peut dire, oui, ce serait bien, c'est logique, etc. Mais comment vous faites pour faire entendre ça aux maîtres d'ouvrage ou aux collectivités avec lesquelles vous travaillez ? Bonsoir à tous. Alors moi, c'est vrai que j'arrive en amont dans les projets. Je vois rarement leur réalisation, comme ça peut être le cas de mes deux partenaires ce soir. En tout cas, je suis rarement partie prenante de leur mise en œuvre. J'arrive au stade des études urbaines, puisque je suis urbaniste. Donc j'arrive au moment où la décision d'agir a été prise par un élu, et au moment où il s'agit de définir plus précisément ce qu'on va faire. Et il est assez rare que le cahier des charges soit de faire plus d'inclusion ou de mieux accueillir. Souvent, l'objectif qu'on se fixe est de redynamiser, d'embellir, de transformer, qui sont autant de termes que l'urbanisme utilise, qui racontent en fait une création de valeur. De quelque chose qui est dévalorisé, on voudrait faire quelque chose qui soit plus valorisable. Et c'est souvent ça le processus de l'urbanisme et de l'aménagement. Donc de valeur monétaire. De valeur, oui, tout à fait. De valeur monétaire et puis de valeur politique, bien sûr, puisque l'élu a aussi ça en tête quand il agit. Et puis de qualité de vie, parce qu'on intervient aussi quand des riverains, parfois, sont exaspérés par leur environnement. Donc c'est pas uniquement... quelque chose de dommageable, mais on intervient le plus souvent dans un contexte où on va créer de la valeur et où on se fixe des objectifs qui, dans les termes même qu'on emploie, très rarement disent le souci des plus fragiles ou même simplement le souci d'une ouverture. Et donc, comment faire ? Moi, j'ai plusieurs choses. Ce qui me frappe le plus, c'est le peu de temps qu'on passe à comprendre ce qui existe vraiment avant que nous intervenions. On déploie des stratégies, des ingénieries, des compétences extraordinaires pour imaginer une transformation, la rendre possible, etc. On passe, à mon avis, beaucoup trop peu de temps à regarder les lieux et le tissu social au sens très large, sur lequel on s'apprête à intervenir. Mais ça veut dire que les collectivités, quand elles vous commandent une étude urbaine ou qu'elles vous demandent d'intervenir, elles n'attendent pas ça, elles ne vous le demandent pas. Elles attendent classiquement ce qu'on appelle un diagnostic urbain. Parfois, ce diagnostic demande des précisions sur l'état du commerce, la salubrité ou non des logements. Mais on approche ça avec un regard qui est très technique et puis avec des processus extrêmement rodés qui nous endorment un peu tous. Et assez rarement, sauf quand on a des collectivités qui connaissent très bien leur quartier, leur population, ça existe, et qui ont vraiment le souci de ces populations, ça existe aussi. Très rarement, on a conscience complètement de la richesse, du potentiel, des interactions qui existent à la fois entre les lieux et les habitants présents. Et on soigne trop peu ce qui existe quand on se projette dans un futur. Ça, c'est très important, il me semble. Et est-ce qu'il vous est arrivé d'aller au-delà de la demande et de montrer, ou d'avoir un diagnostic urbain qui montrait tout ça, oui. De manière à faire changer d'avis, à faire changer un peu le projet, à montrer à la collectivité qui n'attendait pas forcément ça, qu'il y avait quelque chose à faire dans ce cadre-là ? Oui. Alors, moi, la tactique de l'agence que je dirige, Ville Ouverte, c'est de faire de la participation avec les habitants et les parties prenantes de la ville, parce que ça peut être les commerçants, ça peut être des associations, des entreprises, c'est de faire de la participation un moyen de faire de l'urbanisme meilleur. Donc moi c'est ma technique. Je pense que faire participer les habitants, c'est pas une délicatesse ou une largesse
qu'on octroie à ses habitants, c'est une façon d'obtenir de meilleurs projets, et notamment puisque quand on travaille avec les gens qui sont sur place, on comprend mieux ce qui existe, ce qui a de la valeur aux yeux des habitants qui vivent là. Et donc moi, c'est en conduisant des démarches de participation citoyenne que j'arrive à faire remonter aux yeux des décideurs et des techniciens ce qui constitue une richesse. Ça peut être un bâtiment, ça peut être aussi un voisinage. Le fait que des personnes vivent ensemble depuis longtemps ici et ont des ressources et qu'on n'a pas intérêt à déstabiliser ça. Voilà, ça peut être matériel ou immatériel, ces richesses-là. Et donc la participation nous permet de faire remonter ça en le rendant visible par des documents, des vidéos, et en faisant aussi un peu monter la pression politique. Puisque quand on a fait parler des habitants, il est plus difficile de construire des choses qui ensuite ignorent ce qu'ils ont eux-mêmes fait remonter. Merci. Alors Nicolas, vous intervenez, je dirais dans la phase suivante, mais pas forcément. Mais en tout cas, vous testez. Hein, c'est-à-dire que c'est parfois sur des sites en transformation et vous installez, vous rendez possible l'installation d'usages qui émergent de différentes origines, enfin vous en allez dire quoi, et ensuite vous voyez ce qui se passe et comment ça peut transformer le projet qui était prévu au départ, ou ça peut faire naître un projet. Bonsoir, merci d'abord de m'avoir proposé de venir, ça faisait un moment que j'avais envie de rencontrer Habitat et Humanisme, donc j'ai vraiment répondu très positivement à l'invitation de venir ce soir. Avec Yes We Camp, on est une association, on existe depuis 6 ans à peine. On s'est bâti, on s'est inventé nous-mêmes un peu, sans en dehors des canaux de financement. On a fait nos projets les uns après les autres. Aujourd'hui, on est une petite centaine de salariés permanents. Et ce qu'on sait faire, c'est comme vous l'avez dit, c'est d'investir un espace souvent disponible et qu'on nous confie, soit on l'a demandé, soit on nous l'a donné pour un temps limité, parce qu'on est dans une opération d'aménagement urbain ou parce que ce sont des espaces qui ne servent pas à ce moment-là et pour lesquels il n'y a pas tout de suite de projet. Ça peut être des terrains vagues. Tous nos premiers projets ont été sur des terrains vagues. Le premier était à Marseille, lorsque la ville était capitale européenne de la culture. On a voulu créer un espace qui allie hospitalité et créativité, et ce qui a pris la forme d'une ville éphémère pensée collectivement, conçue collectivement, construite collectivement. C'était c'est une dalle de béton qui appartient au port de Marseille, et avec des dizaines, des centaines de personnes qui sont venues de différents pays d'Europe, on a construit, animé, géré cet endroit pendant 8 mois jusqu'à tout démonter et le vider. Et donc ça, c'est sur des terrains vagues, et après on est allé vers des bâtiments, puisque la ville de Paris nous a demandé de venir dans Saint-Vincent-de-Paul, ce qui deviendra ce qu'on proposera de nommer les Grands Voisins, avec un projet que vous connaissez peut-être, et dans lequel, si vous le connaissez, vous pouvez y voir les éléments qui nous sont chers. Dans tous ces projets, en fait, peu importe la taille du projet, on est aussi intervenu, on a un petit café à Montreuil, on a intervenu dans un restaurant qui était fermé dans un village des Cévennes, où le maire nous a dit c'est mon dernier commerce qui part, est-ce que vous voulez pas venir pendant 3 mois? Donc, peu importe le contexte, la taille ou la durée, 3 mois, où on est sur des projets où on nous a confié des sites pour 20 ans aujourd'hui. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est d'en faire une machine à inventer, enfin à se re-questionner sur toutes les choses qu'on fait chaque jour et à améliorer notre capacité collective. Et ça passe par comment on mange, comment on prépare à manger, comment est-ce qu'on apprend, comment on prend soin les uns des autres. Donc, toutes ces actions qui font partie de notre quotidien à tous, et pour lesquels d'ailleurs parfois on paye et parfois on ne paye pas. C'est que des métiers pour lesquels on peut être soit dans un rapport de client-prestataire, soit on peut le faire parce que ce sont des proches, ou pour d'autres raisons, parce qu'on en a envie. Tout le rapport au bénévolat, où le mot parfois on le trouve mal choisi, on parle plutôt d'implication volontaire, en se demandant, parce qu'on est dans un rapport, on n'est pas forcé de faire du bénévolat, on est là parce qu'on en a envie, et on travaille sur tout ce qui peut nous aider à dépasser les relations marchandes qui régissent beaucoup le quotidien, où aujourd'hui tout ce on est très passif, on trouve qu'on est très passif et client.
Même si la rue elle est sale, on va râler contre la mairie. On est acculé dans une forme d'individualité, souvent passive. On nous soumet des choix. Je like sur Facebook, je like pas, j'achète pas, je vote comme ci, je vote comme ça. Mais on est loin de la chaîne de fabrication des choix, comme vous disiez tout à l'heure. Celui qui vit à un endroit, il est très loin. Finalement, au quotidien, il n'a pas beaucoup de choix. Il fabrique pas beaucoup les manières dont on pourrait cohabiter dans cet endroit. Une autre image parfois qu'on a, c'est des personnes qui habitent dans une colocation, vous connaissez ça bien. On se rend, par notre coprésence, on se rend beaucoup de services, de manière passive. Et comment est-ce qu'à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une rue, on pourrait se rendre ce même genre de service en fait, qui existe dans une coloc? Et alors là, quand on parle à l'échelle d'aménagement, par exemple votre intervention au Grand Voisin ou dans d'autres sites, qu'est-ce qu'elle change dans la manière ensuite dont le maître d'ouvrage traditionnel, classique, l'aménageur ou le promoteur, etc., qu'est-ce que ça change dans la manière dont il va programmer son quartier, éventuellement? Est-ce que ça change quelque chose? Oui, il y a un leg important sur le cas des Grands Voisins avec l'aménageur. Est-ce que c'est fait pour ça d'ailleurs? Est-ce que c'est fait pour ça? Pour nous, on s'attache à que ce soit un effet, une externalité positive, mais on se concentre sur le présent, sur ce qui existe dans ces territoires, ces terrains, ces bâtiments qu'on investit. Et les choses importantes à y mettre, c'est une cohabitation. Qui est structurellement des personnes différentes. Et ça ne suffit pas d'avoir un lieu qui serait ouvert à tous. Parce que les plus fragiles, puisque c'est le thème ce soir, c'est souvent les moins mobiles. Et les personnes mobiles, ceux qui vont bien, ceux qui sont informés, ils vont pouvoir venir si un projet est intéressant, s'il est généreux. Mais si on veut une vraie cohabitation structurelle de groupes sociaux différents, il faut imposer. Il faut que structurellement, il y ait, si on met un CHU, il y aura des personnes de la rue. Si on met une crèche, il y aura des enfants. C'est assez facile, en fait. C'est dans la composition du projet au début. On met des programmes fixes dans les bâtiments et les publics liés à ces programmes fixes seront présents. Et après, à charge à nous de faire venir d'autres personnes pour avoir cette cohabitation. Donc c'est la cohabitation et c'est aussi une forme de panache, de liberté. Dans l'équipe, on a beaucoup d'artistes, de designers, d'architectes, donc des personnes qui pensent l'espace, qui sont dans Yes We Camp souvent parce qu'elles ont envie de renouveler leur métier, leur pratique professionnelle et par la transformation de physique de l'espace, par la proposition aussi de ce qui se passe concrètement chaque jour, à chaque instant, en faire des endroits où il y a ce sentiment quand on vient. Pour nous, on estime qu'un projet, ça nous fait plaisir quand on nous dit je suis rentré et par le simple fait d'être là, j'ai bien vu que c'était un peu différent. Et puis tiens, la semaine prochaine, j'ai un peu de temps, est-ce que je peux pas vous aider? Ou j'ai ce projet qui traînait dans ma tête depuis un moment, mais je l'avais oublié parce que je suis pas assez compétent, je sais pas le faire, j'avais peur, je l'ai oublié. Mais là, je me dis, je vous vois en train de bricoler ici et que peut-être ici, je pourrais le proposer. Donc on suscite comme ça, on réveille des possibilités d'implication. Et une fois le projet repris en main, j'insiste, pardon. Oui, pardon. Alors, effectivement, sur les Grands Voisins, je peux dire 4 legs aujourd'hui qui existent entre le moment où le projet a été pensé. Donc Grands Voisins, on est arrivé, c'est d'abord l'association Aurore qui vient, parce que Martin Hirsch appelle l'association Aurore en disant les bâtiments ils vont au moins rester vides de 3 ans, autant qu'ils servent à de l'accueil de sans-abri. Et la ville de Paris après nous demande à nous de venir aux côtés d'Aurore pour ouvrir le site au public et que ça serve, que ce soit pas seulement un endroit de travail social, surtout qu'à l'époque ça grondait dans le quartier de dire attention, c'est un quartier où il y aura la moitié de logements sociaux. Il faut aussi, là si on fait un super ghetto social avec des centaines de personnes réputées indésirables hébergées ici dans ce quartier, ça ne va pas servir la cause du quartier futur. Donc on est venu à ce moment-là, en 2015. Donc là aujourd'hui ça fait 4 ans qu'on y est. Au début c'était pour 2 mois, après c'était pour 10 mois, enfin, c'est que des phases successives. Et aujourd'hui dans le LEG, il y a d'abord qu'il y aura un CHU définitif. Définitif. Alors qu'il n'était pas prévu au début. Donc c'est intéressant aussi de voir que comment, quelque part, l'histoire des Grands Voisins, c'est comment les indésirables ont rendu le lieu désirable. Ceux qu'on voudrait mettre d'habitude en périphérie, là, parce qu'ils étaient en cœur de ville, au cœur d'un projet hybride, ça a fait les valeurs, l'attractivité du site et ça l'a renommé, ça a redynamisé le 14e arrondissement de Paris. Donc il y a un CHU. Après, c'est sur l'activité économique. Il y avait eu des études de commercialité en disant non, c'est des grandes avenues, on fait que des équipements et du logement parce qu'il n'y a pas de place pour des commerces et des ateliers. Il y a les Grands Voisins, on a eu jusqu'à 250 structures
qui étaient installés, donc en payant un loyer, qui était pour rester 18 mois. Tous les rez-de-chaussée, c'était des activités visibles, enfin d'artisanat. Et donc l'aménageur a choisi d'enlever 5000 m² de logement pour en faire de l'activité, deuxième leg. Et aujourd'hui, il y a une boulangerie dans les Grands Voisins, alors qu'il n'y a pas d'habitation, enfin il y a les hébergés, mais ensuite, ces 5000 m² d'espace de travail, il y a l'idée qu'il soit un tremplin entrepreneurial comme on l'a été, comme on l'est encore dans le projet. Donc c'est-à-dire qu'il y a une péréquation possible pour permettre d'avoir des loyers pas chers. Parce qu'au final, ce qu'on a fait aux Grands Voisins pour avoir tous ces artisans qui travaillent le métal, il y a un luthier, il y a une personne qui travaille avec le végétal, on n'a pas fait grand-chose. Enfin, on a simplement, il y a une direction éditoriale du site qui met ses valeurs et ce mode de vie qui existe. Et après, il y a des loyers un peu moins chers qu'ailleurs. Mais au final, c'est seulement ça. On n'a pas créé une agence du développement, du commerce en proximité dans le centre-ville de Paris. Donc de garder ce côté, avoir une péréquation pour permettre des loyers moins chers. Et là, donc c'est un opérateur public qui va investir toutes ces rez-de-chaussée d'immeubles. Donc un promoteur qui gagne un lot, qui va construire et il aura la maîtrise de l'ensemble, sauf du rez-de-chaussée, parce que ce sera un socle actif qui sera géré par un opérateur unique qui aura charge de faire cette péréquation. Et le dernier leg pour lequel, qui n'est pas encore 100% validé, mais pour lequel on insiste beaucoup, c'est de prolonger cette espèce d'attitude collective qui existe dans les espaces d'interface. Donc numéro 1, tout à l'heure on a dit, on crée une cohabitation structurelle de fonctions différentes. Et ensuite, pour que ça se passe bien, c'est pas que magique. Il y a du soin à apporter, il y a une présence humaine, une sorte de, parfois on l'appelle la régie des communs. Comment est-ce qu'on fait pour que dans le futur quartier, il y aura une école, il y aura des logements à 15 000 € du mètre carré, il y aura un CHU et il y aura des logements sociaux. Pour que quelque chose se passe de fertile entre ces éléments de cohabitation, il y a besoin de travailler un peu la matière, mais il ne faut pas beaucoup, quelques postes salariés, des services civiques, quelques moyens de production, un espace, et après on organise des événements, on écoute en fait beaucoup, et on organise des événements dans les espaces extérieurs. Et donc celui qui aura en charge la gestion des socles actifs aura aussi une mission avec un financement qui est pris sur l'opération d'aménagement urbain, pendant les premières années, pour avoir cette régie des communs, ce rôle d'activateur, d'écoute transverse entre les différentes fonctions du site. Je ne pense pas que j'allais raconter ça ce soir. Merci. Antoine Dulin, donc, je parlais tout à l'heure des espaces non identifiés qu'on ne trouve plus trop dans les villes. Les espaces solidaires, c'est des cafés, mais c'est des endroits aussi où on peut faire plein de choses, si j'ai bien compris, qui accueillent tout le monde, qui ne sont pas déterminés ni déterminants. Et ça veut dire que la mixité résidentielle, elle ne suffit pas. Il faut ensuite pousser le mélange plus loin. Oui, bonsoir à tous. Et je suis content d'être avec les cousins venant de Lyon, avec les cousins d'Habiter Humanisme Île-de-France. La réflexion qu'on a eue à Habiter Humanisme Rhône quand on a créé ces escales, c'était deux choses. La première, effectivement, de se dire... c'est bien, et c'est la force d'Habiter Humanisme de pouvoir recréer de la mixité sociale en permettant à des gens d'habiter dans des quartiers équilibrés. Mais la rencontre et le vivre ensemble ne se décrètent pas, et des résidents nous disaient on est au cœur du 6e arrondissement de Lyon, qui est l'équivalent du 7e ou du 16e à Paris. Pas pour ça qu'on est intégré dans le quartier, qu'on rencontre les habitants. Effectivement, le cadre de vie est beaucoup plus agréable que si on était à Vaux-en-Velin, par exemple. Mais c'est plus compliqué pour nous de s'intégrer et de s'insérer dans la ville, même si il peut y avoir des accompagnements, Et donc il y avait cette réalité-là, et de se dire comment on travaille avec eux pour aller plus loin dans cette dimension de les intégrer dans le quartier, d'être dans une dimension haute que se côtoyer, vivre ensemble, à passer dans vraiment de la rencontre et du faire ensemble. Et puis on avait une pépite qui existait depuis 20 ans, qui était le bistrot des amis, qui était finalement au début un accueil de jour de notre CHU, donc notre CHRS qui s'appelait le Train de Nuit, le centre d'hébergement d'urgence, et qui accueillait pendant la journée les personnes qui étaient hébergées par Habiter Humanisme la nuit,
qui a eu différentes formes, mais qui accueillait une trentaine de personnes dans le 3e arrondissement, avec une dimension très forte et vous parliez tout à l'heure de gîte urbain, et je me suis dit, c'est rigolo, on est en train de réhabiliter dans l'urbain des choses qui viennent du milieu rural. Le gîte, et nous, c'était la table d'hôte, et de se dire, voilà, il y avait une table d'hôte qui était proposée 3 fois par semaine à des habitants du quartier, qui étaient à peu près une trentaine, etc. Et ça marchait, c'était porté par des bénévoles. Voilà. Mais en revanche, le lieu était un peu crado, pas hyper accueillant. Il était hyper accueillant parce qu'ils étaient hyper contents d'y être. C'était une vraie espace de famille, mais c'était plus compliqué quand on passait devant de se dire ah bah tiens, c'est un lieu accueillant, je vais y aller, c'est un lieu qui est fait pour moi. Et donc on a créé ce truc voilà, qui a débuté depuis 1 an de projet des escales solidaires, en ouvrant une dans le 6e arrondissement et une dans le 3e arrondissement. Donc c'est quoi comme espace, comme type d'espace ? Franchement, c'est un espace public, c'est comme si c'était un restaurant, un café, etc. Sauf que c'est pas un accueil de jour classique avec des tables en formica, les tables blanches, et globalement on n'a pas tellement envie de rentrer quand on va dans un accueil de jour parce qu'on sait que c'est une population un peu stigmatisée, indésirable, voilà. Mais ça ressemble plus à des espaces de coworking, des espaces un peu bobos, c'est joli, il y a de la couleur, c'est beau, et on a envie de rentrer tout un chacun, que ce soit des personnes qui sont en précarité ou des personnes qui ont juste envie de franchir la porte et de passer un moment de convivialité. Voilà. Donc c'est con, j'aurais dû apporter des photos, mais il faut vous imaginer un lieu coloré avec des tables, avec des canapés, avec voilà, où on y fait du multi-usage, c'est-à-dire effectivement le but de ce lieu, c'est de recréer du lien social et de retisser du lien entre des personnes qui sont sans voix, voilà, des sans voix, des invisibles, et qu'on ne voit plus. C'est le public qu'on accueille, nous, à Habitat Humanisme, et que finalement que la société ne voit plus, avec le reste du quartier qui peuvent venir franchir la porte et se retrouver. Et on a une diversité de publics. Et qu'est-ce qu'on y fait ? On y fait à la fois du repas dans une dimension de table d'hôte, donc on partage, on prépare le repas ensemble, c'est un lieu participatif, donc vraiment dans le faire, et de se dire à chacun voilà, on a besoin de toi pour aider à faire à manger, etc. Mais on fait pas que ça, parce que c'est un beau produit, la cuisine, c'est un bon élément pour faire venir, mais on propose, et c'est une grande fierté d'avoir réussi depuis le début de l'année à avoir proposé plus de 400 ateliers, activités qui vont de la socio-esthétique à de la coiffure, à des soirées cinéma, à des soirées karaoké, à des soirées culture, à des recherches d'emploi avec des entreprises qui viennent donner de leur temps pour accompagner des personnes dans la recherche d'emploi, à de l'accès au numérique, accès au droit, et où on réunit effectivement oui, qui vient alors ? Voilà, qui réunit à la fois Mimi, qui est une personne du 6e arrondissement qui a aucune difficulté financière, mais qui est profondément isolée dans son et qui a plus de vie de famille, à côté de Mimi, il y a Jean-Marc, qui pour le coup est un résident d'Habitat Humaniste qu'on a accueilli il y a 1 an chez nous, qui sort de la rue, et Jean-Marc avec toutes les difficultés de ces problématiques d'hygiène, ces problématiques de se réinsérer, etc. Et tous les deux, ce qui est un peu surprenant, se retrouvent dans le même lieu, en train soit de jouer aux cartes, soit en train de faire un atelier numérique, etc. Et là, je pense par là, dans des trucs assez simples, participer à une histoire de changement de regard déjà du public, mais aussi de changement de posture, y compris pour nous, pour les bénévoles, ou même pour moi, de se dire comment on est dans... permettre aux gens de regagner en estime de soi, par leur donner de la capacité de faire, du pouvoir d'agir, comme on dit à Habitat Humanisme et dans d'autres endroits, et où on a un lieu où on peut compter sur quelqu'un, voilà, où ils peuvent compter sur d'autres s'ils ont besoin d'aide, etc. Mais aussi où on peut compter pour quelqu'un. Et ils savent que ils comptent pour nous. Et globalement, quand on ouvre, par exemple, à 8h du matin, je peux vous dire qu'il y a déjà 5-6 personnes qui attendent devant la porte à se dire ah bah voilà, c'est cool, ça ouvre. Voilà, et ils iront recréer un espace familial, voilà, parfois jusqu'à 21h, 22h le soir.
Et donc il y en a à Lyon, combien? Il y en a 2 à Lyon, et on en ouvre une 3e. Là, c'est un peu, alors ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la dimension de la mobilité. Là, nouvelle ovni, c'est qu'on a un bus qui nous a été mis en place nous a été donné par la RATP lyonnaise, les TCL, et on a aménagé un bus pour faire une escale solidaire mobile, donc vraiment aller vers le public qui n'ose même plus franchir des espaces où pour le coup il n'y a pas de guichet. Vous parliez tout à l'heure de guichet. Effectivement, dans une escale solidaire, il n'y a pas de guichet, on n'est pas là à pointer qui vient, etc. Et donc tout le monde rentre et ils sont accueillis. Et l'idée vraiment du bus, c'est d'aller vers, de recréer du lien avec des personnes qui sont isolées dans les différents quartiers, là aussi où il n'y a pas d'escale solidaire, là où on a aussi des lieux de vie collectifs où on n'a pas de vie collective qui marche, ou de lieux collectifs où il y a, enfin, d'immeubles qu'on peut avoir à Habitat Humanisme, mais où il n'y a pas de lieu de vie collective, pardon. Et donc vraiment d'aller à la rencontre d'un public qui peut être isolé. Et moi j'ai été très frappé de la question de l'isolement. Enfin, c'est un truc qu'on sait, hein, et puis que moi j'avais vu et même travaillé au Conseil économique, social et environnemental, mais c'est flagrant de voir combien il y en a dans toutes les catégories de la population et dans tous les âges, beaucoup de personnes qui souffrent d'un manque de relations, de relationnel. Certes, il y a le cercle familial, parfois quand il existe, mais au-delà de ça, les amis, voilà, il y a des gens qui sont profondément seuls, et que si en fait on ne leur permet pas d'avoir un endroit où on peut se rencontrer, et finalement c'est tout simple, on pourrait se dire qu'ils pourraient se rencontrer dans l'espace public, mais l'espace public il ne permet plus ça, et donc comment finalement dans ces escales solidaires on permet à des gens de se rencontrer, de regagner finalement moi je suis quelqu'un parce que je suis en train de parler avec quelqu'un d'autre, et il y a une relation qui se crée. Merci. Alors c'est trois manières de faire, j'ai envie de dire, qui ajoutent une couche de concertation, de participation ou d'intercalaire à des systèmes d'aménagement qui sont très très cadrés en France, et dont le balancier penche de plus en plus vers le privé. C'est quand même quelque chose qu'on constate, et parce que le monde de l'immobilier est quand même régi par la rentabilité. Alors la question c'est comment on peut démontrer, on peut arriver à ce que ces modèles soient viables. Autrement dit, si les 100 ne coûtent rien, on peut les accueillir, et s'ils faisaient gagner de l'argent, ce serait encore mieux. C'est très abrupt comme façon de dire les choses, mais en fait, si on raisonne en coût global, c'est pas si caricatural et c'est pas si grossier de le dire comme ça. Finalement, est-ce que le coût de ces aménagements et des choses que vous faites les uns et les autres n'est pas paradoxalement moins élevé que les externalités négatives qui sont produites par l'aménagement traditionnel? Et donc, Nicolas, vous m'avez dit que en fait, tous vos projets sont déficitaires sur le plan purement comptable. Mais en fait, pas du tout si on prend en compte tous les avantages que vous apportez à un territoire ou à la collectivité qui est directement concernée ou qui est autour. C'est une question. Hein. Si, c'est d'ailleurs ce qui nous motive chaque jour, parce que ces externalités positives, on les vit, on les ressent, on voit très bien. C'est le genre de rencontre que Antoine vous citiez. Quand on les pratique au quotidien, c'est une vraie raison de rester, de continuer à donner, de continuer à être présent. Il y a beaucoup de demandes à travailler dans des espaces comme ça, parce que nous, la réponse qu'on a à ces éléments de solitude ou d'isolement, d'incapacité, comme j'en parlais au début, où c'est difficile en fait de sortir on est chez soi, parfois on va au travail, on fait les courses, et où est-ce qu'on peut s'arrêter pour qu'il se passe quelque chose d'autre? Pour ça, nous on passe par des lieux, donc les gens appellent ça des tiers-lieux, pas de problème. Nous on aime bien appeler ça des espaces autorisants, mais c'est des endroits où ça va fonctionner différemment. Et je pense que quand on va aux escales solidaires, quand on vient au Grand Voisin, quand on vient dans nos différents sites, et il y en a d'autres gérés par d'autres structures, il y a quelque chose où déjà on le voit visuellement, les codes sont différents, donc on est un petit peu touché, on regarde différemment, on va devenir plus curieux des autres, et pour peu qu'il y ait des personnes différentes, mais qu'on se sente quand même dans un sentiment de sécurité, il y a une rencontre et une action possible. Et ça, c'est de la politique publique, je pense. Enfin,
Et on l'appelle le cadre de vie d'ailleurs. La politique de la ville, il parle beaucoup du cadre de vie. Comment est-ce qu'un cadre de vie il peut être capacitant, énergisant, donner de la vitalité, donner qu'on puisse apprendre, découvrir, aller au-delà. En fait, des choses qui, à mon avis, sont très partagées par nous tous qui vivons sur cette planète. L'envie de découvrir des choses qu'on ne connaît pas, apprendre des choses nouvelles, parler à des personnes avec qui on n'a pas l'habitude de parler. Mais de fait, c'est difficile, à part quelques... Il y en a qui y arrivent, et il y a beaucoup de conférences où on voit des gens formidables qui font des initiatives très courageuses. Mais comment faire pour que ça puisse passer le pas à tout le monde ? J'avais fait un petit calcul, si on prend en France, on prend le français actif, et on se dit qu'1 heure par mois, en étant dans un de ces lieux-là, ou pas d'ailleurs, mais 1 heure par mois, on ferait quelque chose de différent. Ça représente 350 000 ETP, donc 2 fois plus que toute la SNCF, pour mieux s'occuper les uns et des autres dans une dynamique vachement gagnante-gagnante, parce qu'en faisant quelque chose de différent, le soir, quand on va rentrer chez soi, on sera davantage épanoui. Il y a même des entreprises qui commencent à le faire pour tous leurs salariés, hein, d'ailleurs. Mais comment on peut le mesurer? Non, enfin, parce qu'une manière de convaincre, en général, c'est les chiffres. Ça marche assez bien, ça, pour convaincre. Mais sauf qu'il faut arriver à mesurer, à quantifier tout ça. Oui, c'est un enjeu, surtout il y a beaucoup de valeurs immatérielles qui sont créées il y a beaucoup de valeurs d'usage, il y a des valeurs d'identité, de participation qui sont... donc c'est des choses qui sont difficiles à mesurer, mais après, maintenant, en avançant, où on voit bien, parce qu'on sait que nous, maintenant, on aimerait bien avoir un petit peu de politique de financement public pour réaliser nos projets. Cette année, on va être à 20% de financement public, ce qui est un record pour nous. Donc il faut bien s'engager sur des indicateurs. Si on n'a pas eu de subvention jusqu'à maintenant, c'est pas qu'on n'en voulait pas. C'est que nous, ce qu'on a senti, c'est que pour que nos projets ils fonctionnent, qu'ils soient appropriés, il faut une dose assez importante d'indétermination. Et effectivement, on vit dans des espaces très, très figés, qui rendent difficile de sentir qu'on y a une place. Et nous, ce qui a marché, ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu, c'est que c'était pas sûr. C'était itératif, quand on dit. Mais quand c'est itératif, ça veut dire qu'on ne sait pas où on va, en vrai. Donc c'est très difficile de demander du financement public et même privé si on a un projet qui n'est pas complètement bordé, où on ne s'engage pas sur un nombre de bénéficiaires, un plan à 5 ans, à 15 ans. Et aujourd'hui, on travaille sur ces indicateurs, et il y en a qu'on peut quantifier. On peut quantifier la quantité d'heures d'ouverture publique, que ce soit dans nos sites, au CSK Solidaire, on ouvre 70 heures par semaine. Une mairie, elle sait très bien ce que ça représente. C'est plus qu'une bibliothèque ou une piscine municipale pour un projet qui est porté par la société civile. On peut compter des indicateurs économiques, la volume d'activité économique, le nombre d'emplois créés, le nombre d'emplois en insertion. On peut compter le nombre d'ateliers organisés. Effectivement, chaque atelier, c'est un moment de rencontre. On peut compter la quantité de déchets organiques qu'on va composter sur nos sites, parce qu'on est souvent sur des sites de plein air, parce que les moments... Quand on est dans un bâtiment, on est toujours un petit peu chez quelqu'un. Et cet enjeu de légitimité à être là, il est plus facile à gérer dehors. Quand on est dans la rue, effectivement, moi je rejoins, l'espace public joue moins ce rôle. Aujourd'hui, il va trop vite. Et quand on est en plein air, c'est pour ça qu'on continue à aimer les terrains vagues, à faire des tiers-lieux de plein air. C'est des endroits où c'est facile de se sentir à l'aise et légitime à être là, à ralentir, à s'asseoir, à bricoler, parce qu'on a l'impression qu'on est chez personne. Donc ça, on peut le quantifier aussi. Il y a combien de mètres carrés qui ont été mis à disposition, de combien d'associations, combien de rencontres interdisciplinaires. Voilà, c'est les indicateurs qu'on utilise. Alors Gwenaëlle, vous avez travaillé avec pas mal de collectivités, j'imagine. Est-ce que la ville accueillante, enfin est-ce que la ville est accueillante en termes de procédures d'urbanisme? Vous avez juste commencé à évoquer ça tout à l'heure, mais le vocabulaire qui est employé, les procédures qui sont mises en place, etc. Est-ce que ça, c'est de nature à être accueillant pour la participation, pour que les gens s'expriment, etc. Ou alors ils sont devant un mur auquel de toute façon ils ne comprennent rien parce que c'est fait pour qu'ils ne comprennent rien? Moi je pense qu'on est peut-être un des pays au monde qui travaillent de la manière la plus hermétique. Vraiment je le crois. Enfin, moi j'ai vécu une partie de ma vie aux États-Unis, donc j'ai un point de comparaison très fort, mais je regarde comment les autres pays travaillent et parlent d'urbanisme aussi. Et on est un pays qui parle uniquement en abstraction. C'est-à-dire qu'on oublie juste de dire qu'on fabrique le cadre de vie, ce que tu oui, disais, et puis il y a des gens.
on oublie de dire des choses très simples. Alors, je parlais des objectifs. Pour moi, c'est vraiment important qu'on se fixe des objectifs qui soient compréhensibles. Mais quand on rassemble des habitants, je travaille beaucoup dans les cités, pour leur dire on voudrait redynamiser votre quartier et le désenclaver, et pour ça, on va le densifier. En fait, on a dit 3 abstractions. Et c'est complètement hallucinant à quel point ça construit un métadiscours qui est sans rapport avec l'usage de la ville, traverser, faire ses courses, aller à l'école, jouer dehors, s'asseoir sur un banc, rencontrer un voisin. Enfin voilà. Et c'est aussi évidemment, ça exclut la personne de l'élaboration des objectifs du processus et de toute action, quoi. Donc, moi, j'essaie de tout le temps faire atterrir le langage pour dire qu'est-ce qu'on attend d'un projet. Et puis évidemment, après, on est un pays qui a une culture politique extrêmement descendante, très peu participative. Moi, je ne sais pas combien de réunions publiques de concertation j'ai vécu où l'élu parle 1h20 et prend 10 minutes de questions-réponses. Bon, bah ça, c'est de la concertation en France. Parce qu'il y a des questions. Enfin, les gens sont avides de concertation, ils y vont, c'est pas toujours les mêmes, c'est pas toujours... Parce qu'on dit toujours, c'est ceux qui n'ont rien d'autre à faire, c'est les procéduriers, etc. Alors ça, c'est une légende ou pas? Oui, c'est pas une légende dans la mesure où on construit des lieux de débat qui sont tout sauf accessibles aux gens, et moi, je me mets complètement et entièrement dans les gens parce que j'ai des enfants, j'ai un horaire, je dois leur faire à bouffer le soir, enfin, je ne peux pas aller à un atelier de concertation à 19h dans la salle municipale... Enfin, qui convient à l'élu. Ça, c'est aussi une situation vécue. Si l'élu, lui, est en retard de 40 minutes, alors nous l'attendons, puisque nous, nos vies s'adaptent à la sienne. Enfin, voilà. Donc, tout est fabriqué pour que ce soit lointain. Mais dès lors que le processus s'intéresse aux gens... Mais moi, j'ai travaillé avec des personnes sans domicile fixe sur des projets, beaucoup, de manière régulière. J'ai travaillé avec des personnes aveugles sur la constitution de l'espace public. J'ai travaillé avec des gens qui habitaient à 40 km de là sur un projet qui n'était pas dans leur commune, mais qui était dans un lieu qu'ils fréquentaient parce qu'ils sont des grands Parisiens. Je travaille avec des mères de famille parce qu'en fait, je vais chez elles. Enfin, on peut tout faire dès lors qu'on secoue nos manières de le faire. Ça, c'est faux de dire que les gens ne viennent pas, c'est juste qu'on les invite mal. Enfin, moi, si je reçois une invitation qui me dit « Viens fêter mon anniversaire en 2024 à 2h du mat », il y a peu de chances que j'y aille. Donc si l'invitation, elle est concrète et faisable, on peut s'y rendre. Elle est rarement concrète, enfin, par rapport à la vie des gens, leur vie réelle. Et ensuite, moi, je suis très en colère contre cette idée très répandue dans notre profession qu'ils ne peuvent pas comprendre les enjeux. On a travaillé, Nicolas et moi, ensemble sur le métro du Grand Paris Express, un projet complexe, un très grand projet d'infrastructure. Qu'est-ce que ça représente en termes d'enjeux pour la structuration de la région Île-de-France qui s'appelle maintenant Grand Paris? Qu'est-ce que ça représente pour la promotion immobilière? Qu'est-ce que ça représente en termes de rééquilibrage emploi-logement? Qu'est-ce que ça représente en termes d'enjeux écologiques que d'aller offrir des transports en zone 4 et donc potentiellement générer un étalement urbain plus lointain encore et donc aller manger des terres agricoles? Ça, c'est les habitants qui me parlent de ces sujets-là. Ils me parlent des mêmes sujets que ceux qu'on traite nous, pas forcément avec le même vocabulaire et encore, mais en tout cas, on peut parler de tous les sujets avec les habitants dès lors qu'on en fait l'effort. Et moi, je pense qu'une des choses les plus importantes, c'est de fonctionner à bilan ouvert quand on travaille en urbanisme, donc de dire quelle est la part d'argent public dépensée, de dire combien le promoteur achète le terrain, combien il vendra ses logements, quelle est la part de contribution du promoteur à l'aménagement du quartier. Et donc, quand on le fait, ça m'est arrivé plusieurs fois de convaincre un porteur de projet de le faire. Quand on le fait, les gens comprennent tout. Et ça change. Enfin, il y a quand même des gens des promoteurs, je veux dire, ou des institutionnels ou des collectivités qui acceptent de fonctionner comme ça. Oui, il y en a. Oui, il y en a. Ça existe. C'est rare. Mais moi, je l'ai fait, par exemple, à Trillport, en Seine-et-Marne, une commune qui s'apprête à voir sa population doubler parce qu'il y a une opération d'aménagement là-bas.
Donc ces habitants disent ok, on double ma population, mais quelle est la fréquence des trains, du RERE, parce que et puis on ouvre le bilan d'aménagement et ils regardent combien gagne l'aménageur, combien l'aménageur se rémunère, et on comprend ça ensemble. Voilà, c'est des habitants lambda d'une commune des périphéries franciliennes, quoi. Merci. Alors, on revient aux escales et pareil, le financement, ça fonctionne comment? C'est-à-dire que vous travaillez avec des bénévoles, mais les lieux, il faut bien les louer. Et comment ça marche? Comment ça marche? Effectivement, il faut louer les lieux ou arriver à ce que là, dans le 3e, par exemple, c'est un lieu dont la foncière d'habitat humanisme est propriétaire. Donc, ce qui est assez intéressant, il y a des logements au-dessus. Donc, ça va être aussi un lieu de vie collectif des habitants et en même temps un lieu ouvert sur le quartier. Voilà, et donc d'avoir là aussi un côté multi-usage. Alors, chaque lieu, ça coûte à peu près 100 000 € par an. Pourquoi? Parce que effectivement, ce qui coûte cher, c'est les charges de fonctionnement qui sont la location du lieu et les charges de fonctionnement des fluides, etc. Voilà. Ça fonctionne qu'avec des bénévoles. Alors, je vais dire que je ne suis pas les bons exemples parce que je suis salarié moi pour développer ce projet-là. Bon, et en même temps, comme j'ai d'autres casquettes, je ne suis pas sûr que je coûte beaucoup à l'association, mais au-delà de ça, la dimension est de se dire, ça fonctionne qu'avec, c'est porté par des bénévoles et ça marche qu'avec des bénévoles. Et l'exemple sur le bistrot des amis du 3e arrondissement montrait ça, c'est-à-dire que des gens qui se retrouvent ensemble pour faire des choses ensemble et qui ont envie d'agir dans leur quartier, il y en a à partir du moment où on leur donne les moyens effectivement d'avoir un lieu, et c'est eux qui ouvrent plusieurs heures, j'ai pas calculé, mais ce sera un bon merci pour l'idée de savoir voilà combien de temps on est ouvert, avec des horaires d'ailleurs que nous disent tous les autres acteurs associatifs et les acteurs publics du quartier. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des horaires atypiques, voilà. Tout ça parce qu'on est ouvert de 8h à 21h. Mais bon, finalement, il n'y a rien d'atypique parce que, enfin, c'est atypique. Oui, c'est le rythme d'une journée, mais en fait, c'est aussi ce qui est. Et on a un flux de bénévoles là-dessus. Donc, et ce qui se dirait, mais c'est compliqué de trouver des bénévoles. Donc, le bistrot des amis, il fonctionnait avec 15 bénévoles. Voilà, aujourd'hui, il y a 120 bénévoles sur les 2 escales. Donc c'est aussi un lieu où il y a des gens qui viennent et qui n'avaient pas d'engagement associatif, qui s'y retrouvent et qui vont prendre du temps par là parce que c'est à côté, c'est dans leur quartier, ils trouvent le projet sympa, ils ont une forme d'autonomie, etc. Et on a des jeunes, des actifs, des retraités, etc. Et ça marche. Donc c'est un lieu aussi qui attire dans des formes d'engagement, ce que tu disais tout à l'heure, où on peut tous donner même plus qu'1 heure par mois, là, entre 2 heures, 3 heures par semaine, etc. Et ça fonctionne. Alors après, nous, il faut effectivement financer tout ça. Ouais. Il y a un coordinateur. Enfin, moi, je travaille avec. On est un ETP sur le projet. Bon, mais parce que c'est un coordinateur sur 3 lieux, voilà, sur le 6, le 3 et l'escale solidaire mobile, pour gérer entre guillemets la logistique du lieu et faciliter le travail et la mission des bénévoles. Donc, s'assurer. Et donc, comment on finance? Moi, je crois que c'est un service qu'on rend au public, et donc on n'a pas peur d'aller chercher des fonds publics là-dessus, des institutions publiques, et c'est important que vous trouvez et qu'on trouve, parce que, y compris dans la dynamique du logement d'abord, où Lyon et le territoire de la métropole est un outil pilote, le logement d'abord, qui est une politique du gouvernement sur, voilà, et il y a toute la dimension de lieu repère, et comment. Au-delà de la question de l'habitat et du logement, comment c'est certes bien de pouvoir dépasser la dimension de l'hébergement et remettre les gens dans le logement, mais comment, au-delà de remettre les gens dans le logement, on est capable d'avoir des lieux où ils peuvent se retrouver, où ils peuvent être dans des lieux de mixité sociale, et c'est sûr que la dimension des escales est un exemple sur ce truc-là. Donc oui, pas de crainte de trouver et d'aller chercher des fonds publics là-dessus, et puis aussi des fonds privés. On est assez surpris, même si on le voyait venir à Habitat Humaniste, c'est qu'il y a des entreprises qui nous disent, nous on veut s'engager, on veut être partenaire de l'escale solidaire dans une dimension c'est un lieu d'engagement pour nos salariés. Donc on a par exemple une entreprise de logistique
toute petite PME où elles vont mobiliser 4 salariés une fois par mois dans les 2 escales pour aller aider les bénévoles à la préparation du repas, etc. Donc ça fait venir du monde par là. On a des entreprises qui vont proposer des activités, du dépistage visuel, du dépistage auditif, de la recherche d'emploi, etc. Donc on a un certain nombre. Et puis il y a des entreprises qui vont être partenaires en disant moi ça m'intéresse d'être partenaire, un cabinet d'avocats, je sais pas quoi, de mettre 10 000 € en mécénat financier par an, ce qui n'est pas grand-chose sur son chiffre d'affaires, et de se dire, voilà, moi je suis partenaire d'un projet qui a du sens à l'échelle de mon quartier, et donc de trouver par là un petit club de partenaires, un club d'entreprises à côté des financements publics. Il n'y a jamais trop de bénévoles. Il n'y a jamais trop de bénévoles, et plus on a de bénévoles, plus on est capable d'ouvrir. Voilà. Et là, par exemple, en septembre, on a l'envie d'ouvrir les week-ends. En août, j'espère qu'on va pouvoir aussi ouvrir, parce que c'est le moment où les moments d'isolement sont les plus durs. Voilà. Et donc, non, on a toujours besoin de bénévoles, et d'autant plus que l'envie d'Habitat Humanisme Rhône est de pouvoir en ouvrir 6 à 8 sur le territoire de la métropole de Lyon. Donc, globalement, il nous faudra beaucoup de bénévoles. D'accord. Est-ce que, là c'est une question qui est posée à tous les trois, c'est des modèles alternatifs, est-ce qu'ils ont vocation à devenir non alternatifs ou alors dès qu'ils deviennent non alternatifs, ils sont absorbés et voire neutralisés dans des politiques qui redeviennent des politiques publiques classiques? Moi, je me pose toujours cette question sur la dimension des centres sociaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent mais c'est un peu un centre social ce que vous avez. Et je pense qu'effectivement, quand les centres sociaux ont été créés, il y avait cette volonté-là de se dire on entre dans un endroit, on fait participer la population. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, dans beaucoup de centres sociaux, quand on les rentre, il y a une bande d'accueil avec quelqu'un qui nous attend, avec des activités. Et donc, c'est quand même plus difficile de rentrer dans un espace convivial où finalement, je vais venir sans trop savoir ce que je vais chercher, juste de la rencontre, quoi, parce qu'on va proposer de l'activité, etc. Donc, effectivement, moi, il y a une crainte d'institutionnalisation et de se dire comment on est capable tout le temps de se renouveler, que je pense qu'on répond là à un besoin du moment sur la question des escales solidaires et que ce lieu il marche parce qu'on y répond, mais je ne suis pas sûr que dans 10 ans il faudra continuer à avoir imaginé plein de choses, et même quand on l'a pensé il y a 1 an, on est en phase d'expérimentation, voilà, on n'aurait pas imaginé qu'il y ait tout ça. Et en revanche, je ne suis pas sûr que ce soit un lieu alternatif. Je pense qu'en fait, ce qui est assez flagrant, c'est que c'est un espace public. C'est pas un lieu alternatif, c'est la démarche. Oui, qui est un peu alternatif. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte, et y compris moi, les élus sur la métropole de Lyon, on voit bien qu'on crève de ces lieux de rencontre, et voilà, parce que les espaces publics ne permettent plus ces lieux de rencontre. Donc, on est plus maintenant tous à l'affût, à chercher des endroits où on va pouvoir recréer ces lieux de rencontre, de mixité sociale qui vont permettre de dépasser la dimension du vivre ensemble pour être dans le faire ensemble, quoi. Donc des lieux aussi de non-consommation, quoi. Ouais, aussi, oui. C'est sûr que ça prend, là pour le coup c'est alternatif, dans une société, une économie de marché, voilà, c'est sûr qu'on n'est pas dans un lieu de consommation. Ouais. Et vous considérez comme alternatif ou... Enfin, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais... Si, il est bien. Avant de répondre, je voudrais juste vous donner je ne sais pas si c'est la recette parfaite ou pas, mais nos ingrédients qui nous semblent importants dans cette question de l'accueil. Il est beau ce mot, je pense qu'il est important, l'hospitalité, l'accueil et la ville accueillante. C'est pas une théorie, c'est qu'une succession de choses très concrètes, très quotidiennes, et de 3 sortes. Et ces 3 sortes, c'est des choses qu'on met en œuvre chaque jour sur nos différents sites. La première, c'est de manifester une volonté d'accueillir les personnes, les corps de ces personnes. Puis si on parle des plus fragiles, c'est les plus fragiles soit physiquement, soit économiquement, soit psychologiquement. Et ça, c'est de l'équipement, c'est des assises, c'est des toilettes, c'est des verres d'eau, c'est de l'information. Donc c'est vraiment des choses concrètes, et souvent c'est cassé, il faut réparer, mais c'est pas grave, il faut réparer, il faut toujours remettre cet équipement d'accueil qui manifeste la volonté d'accueillir le corps de l'autre. Après, c'est une forme de gestion de cet espace. L'objectif, c'est l'égale légitimité de tous à être là.
Donc elle passe par ces équipements, mais elle passe aussi par une forme de police discrète et juste, je ne sais pas comment le dire, mais pour que, enfin au grand voisin, quand les hébergés du foyer des jeunes, ils commencent à squatter un espace, à mettre la musique tous les jours et un peu à dealer et tout, il y a plus... ça va pas, quoi. Enfin, on est l'égale légitimité de tous à être là. C'est eux ont le droit d'être là, et c'est pas que un endroit de ceux qui ont les moyens d'aller consommer une bière ou et à l'inverse, il n'y a pas d'accaparement de l'espace à avoir. Et il y a cette forme d'attention à avoir, et ça demande du temps. Et c'est pour ça que d'ailleurs, bravo de faire tourner avec si peu de salariés. Nous, on en a un peu plus pour faire tourner nos sites. Comment ? Oui, peut-être parce que c'est plus petit. Mais on le voit, on a un petit café aussi à Montreuil qui, je pense, qui fait juste 200 mètres carrés sur la place de la République. Et il y a toutes les personnes qui passent du temps sur la place de la République parce qu'ils probablement ils n'ont pas beaucoup d'autres choses à faire. Ils viennent, ils savent qu'ils ont le droit de venir, jouer au baby-foot, dormir dans les canapés, avoir mangé gratuitement et avoir un café gratuit. Mais là aussi, il faut réguler. Et ça se passe par de la gestion humaine. C'est pas seulement, il y a des règles, il y a des intentions, mais après, il y a cette gestion humaine à avoir. Et la troisième chose, qui est peut-être la plus importante et qui va rejoindre les enjeux de concertation, je trouve, c'est de faire ensemble. La meilleure manière de se sentir les uns avec les autres, c'est de travailler ensemble. C'est là où la place du travail manuel, elle est facile, en fait. Jardiner ensemble et construire quelque chose ensemble, réparer quelque chose ensemble, c'est des basiques parce que ça, même en 2 heures de temps, on peut avoir fabriqué quelques chaises, un peu de mobilier, on peut avoir co-animé une émission de radio. Et le moment passé à ce moment-là, il n'y a pas besoin qu'on se soit raconté notre vie. Il y a des moments de rencontre qui sont très forts. Et je pense que notamment dans la concertation, il faudrait trouver des manières, pas seulement d'avoir une réunion comme ça où on se parle, mais d'avoir avec effectivement les gens ont des enfants, les gens ont des besoins, ils ont besoin de faire les courses. Répondons à ces besoins-là sur des séances très courtes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les 3 prochains mois avec un petit budget de quartier, avec un budget participatif ? Et au lieu de seulement payer une concertation qui se fait de paroles, avoir des budgets qui permettent de faire des choses ensemble ou de choisir ensemble des micro-équipements qui vont venir améliorer tout de suite la vie du quartier. Et si on fait ça et tous les 3 mois, on rechoisit de dépenser 15 000 € ensemble à l'échelle d'une rue, ou 1 an et demi plus tard, quand on va réunir tout le monde pour parler du projet urbain futur, il y aura plus de monde, il y aura plus d'écoute et d'intelligence des uns et des autres. Donc voilà, c'est les éléments d'accueil. Être accueilli, c'est avoir une place et c'est aussi se sentir à l'aise pour se lever, aller quelque part. Et sur l'alternative, oui, parce que c'est moi l'image qui me plaît beaucoup en ce moment, c'est de comparer avec l'agriculture. Où il y a 30 ans, on était en pleine agro-industrie et il y avait néanmoins des plus petites parcelles, des gens qui faisaient du bio, je ne sais pas s'ils l'appelaient comme ça à l'époque, soit parce que c'est comme ça qu'ils voulaient cultiver leurs parcelles, soit parce qu'ils comprenaient les enjeux de pesticides, de pollution et c'était un choix écologique. Enfin, peu importe, il y avait toutes ces agricultures alternatives, souvent éclatées, souvent petites. Et 30 ans après, aujourd'hui, quand on dit agriculture conventionnelle, tout le monde sait très bien de quoi on parle et tout le monde connaît bien les défauts de pollution, d'épuisement des sols, de fatigue du métier, de perte de sens. Ce qui était alternatif via ces choses éclatées avec du bio, aujourd'hui, ça devient... même les cantines, elles doivent prendre 50% d'approvisionnement bio local. Donc la politique publique rend le modèle dit alternatif numéro 1. Et je pense qu'aujourd'hui, on est encore dans de la ville conventionnelle. On fait des trucs, là, l'aménagement urbain, et même les Réinventer Paris, je ne suis pas sûr qu'ils répondent à ça. Et il y a des projets, comme tous ceux, des manières de faire, comme ceux sur lesquels on parle aujourd'hui, le projet qui a été présenté là, tous les habitats participatifs. Donc c'est encore des choses qui sont éclatées, mais je pense qu'ensemble, elles forment une alternative à la ville conventionnelle. Donc on connaît probablement encore mal toutes les externalités négatives, mais l'isolement, la perte de sentiment d'avoir une reconnaissance, une place... les gilets jaunes, pour moi, ça va dans la même expression d'une forme de malaise où on est super passif dans la vie. Et j'espère que dans 30 ans, et avec des échéances même un peu plus courtes, ces différentes initiatives vont pouvoir être perçues comme une manière cohérente de faire différemment qu'aujourd'hui. Merci. Et Gwenaëlle, sur ce modèle alternatif, la participation, la concertation, c'est presque moins alternatif parce que dans les textes ça existe, mais finalement vous nous avez dit que ça marche pas très bien.
est-ce que ça doit être plus institutionnalisé ou est-ce que ça doit rester quelque chose de revendicatif pour être mieux entendu, paradoxalement ? Moi, ça fait plus de 15 ans que je fais ça et je constate que plus le mot est galvaudé, moins on en fait vraiment. Parce qu'on s'achète un peu une conscience, quoi. Donc je ne sais pas comment il faut procéder. Moi, j'ai l'impression que les initiatives d'urbanisme vraiment coproduits, j'en ai vécu 6 en 15 ans. Je travaille sur 15 projets en même temps depuis 17 ans, donc c'est très peu. Ceux-là, c'est des projets où c'est plutôt des formes de militance qui se sont rencontrées à un moment donné. On a un élu qui ouvre un espace de liberté, qui a envie de tenter. Après, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, hein, c'est pas toujours des raisons parfaitement angéliques. On a des services techniques qui acceptent de jouer le jeu. Et puis, il y a des entreprises comme la nôtre qui acceptent de travailler 3 fois ce qu'ils sont payés. Et on n'est pas du tout les seuls à faire ça. On est quand même nombreux dans ce monde-là à refuser de faire de la ville conventionnelle, à pas avoir encore les moyens de le faire, et donc à le faire. Donc, c'est des formes de militance qui se rencontrent. Mais j'ai l'impression que ce qui permettrait plus que l'institutionnalisation de ça, c'est la preuve de la réussite, quoi. C'est l'envie, en fait. C'est un truc contagieux. Il s'est passé ça avec les tiers-lieux, en fait. Il y en a eu un. L'élu d'à côté s'est dit, c'est génial ce truc, je vais absolument le faire. Le promoteur s'est dit, ça, enfin, ça me change de mes programmes habituels. Et moi, il me semble que quand on fait de la participation, quand on fait de la ville coproduite, on ne sait pas dire ce que ça change. En quoi le résultat n'est pas de la ville conventionnelle, j'aime bien ton image. Quand on achète un fruit bio, on sait pourquoi c'est pas un fruit issu de l'agriculture conventionnelle, on sait quel est le bénéfice de se nourrir avec ce fruit. Quand on fait de la participation en urbanisme ou en immobilier, on dit trop peu en quoi le produit final est différent. Et donc moi, c'est mon cheval de bataille, c'est de dire un projet coproduit, un projet qui n'est pas élaboré en chambre, qui n'est pas le geste génial d'un architecte ou la volonté déterminée d'un élu ou le fruit d'un extraordinaire travail technique, mais qui est un projet qui a été fabriqué à plein, débattu, qui est conflictuel parfois, et tant mieux. Moi, quand les gens me disent « je suis vraiment pas d'accord », je leur dis « tant mieux ». Bravo, on y va, on travaille sur ce conflit, super, c'est là qu'il va se passer quelque chose. Vous n'êtes pas 100% d'accord avec ce projet, ben ouais, en fait c'est de l'espace public, il n'est pas fabriqué pour vous. Mais si on est capable au bout du compte de dire qu'est-ce qu'on a gagné, pourquoi le projet est mieux, je pense qu'on donnera envie à d'autres de le faire. Alors, il faut peut-être le dire pour les autres, mais si la ville coproduite est vraiment différente de la ville conventionnelle, ça devrait se voir. C'est-à-dire que ceux qui l'ont coproduit devraient s'y sentir mieux. Il devrait y avoir une satisfaction au moins de quelqu'un qui vit cet espace-là, parce que ces espaces sont faits pour être vécus. Mais d'abord, il y en a peu. Et puis moi, j'ai visité le bistrot des Amis à Lyon. On peut passer devant et ne pas le voir. Je pense qu'on peut habiter dans ce quartier, passer tous les matins devant et ne pas savoir qu'il se passe quelque chose à l'intérieur qui fait de la ville différemment. Moi, j'ai un des plus beaux projets d'urbanisme coproduit que j'ai fait, c'est au Havre, avec Édouard Philippe, qui avait des raisons tout à fait siennes de vouloir coproduire un projet. Et ce quartier est tout à côté de la gare, plein de gens le traversent, il est en train d'être construit, il est bien avancé, on peut traverser ce quartier sans savoir à quoi on a échappé. En fait, on a échappé à la démolition de 2 îlots, on a par exemple l'image du centre social, moi ça m'est arrivé plein de fois de conclure qu'il ne fallait pas construire un centre social. Parce qu'en travaillant avec les habitants et les associations locales, on se rendait compte que les germes d'un centre social existaient et qu'il suffisait de rajouter 200 mètres carrés, que tiens, le local existait, de monter la sub d'une association, de rajouter une résidence de je ne sais pas quoi, et le centre social existait. Là où le processus technique et politique avait dit « construisons un centre social ». Voilà. Et donc, mais qui sait qu'on n'a pas dépensé tant de millions d'euros pour construire un équipement public, mais qu'on a soutenu des initiatives locales, qu'on a fait travailler les gens ensemble un peu plus. Finalement, c'est très peu visible.
Donc c'est des histoires qu'il faut qu'on se raconte, en fait, c'est des récits. Nous, à l'issue de 4 années de coproduction au Havre, on a publié un bouquin comme ça, avec des habitants qui témoignent, qui disent comment ma vie a changé, avec des techniciens qui disent, un mec du service voirie qui dit jamais de ma vie, j'avais parlé avec un habitant 32 ans que je travaille avec la ville du Havre, et là, j'allais les voir un jeudi sur 2 en réunion, et je leur disais, OK, on met un dodane là, OK, on pète le trottoir ici, OK, on efface les places de stationnement ici. Donc il racontait comment son métier avait été bouleversé. Ce livre, il a été publié en 300 exemplaires, il a été distribué à tous les copains, fin de l'histoire. Enfin, qui sait? Merci. Même Édouard Philippe n'en parle pas, c'est vrai. Merci. J'ai juste une dernière question. Je ne sais pas si on a le temps, parce que comme on a commencé très en retard, je ne veux pas vous emmener trop loin. Mais les réinventés, auxquels je crois vous avez participé les uns et les autres, ou certains en tout cas, dans le cahier des charges des réinventés, parce qu'on dit qu'il n'y en a pas, mais en fait il y en a un, il y a cette ville inclusive, pas le terme accueillant, je ne crois pas qu'il soit employé, mais inclusive, en tout cas il l'est souvent. Est-ce que ces projets sont de nature à faire avancer les choses sur ce plan-là ? Moi, je pense que ce qui compte, c'est la construction de la table ronde. Je trouve que c'est le seul intérêt des réinventés. C'est le travail qui est fait autour de la constitution d'un groupe d'acteurs. Et c'est moins... alors qu'avant, les acteurs intervenaient les uns après les autres, un peu comme vous avez décrit nos interventions successives au début. Avec les réinventés, on se met tous autour d'une table dès le départ, parce que les gestionnaires futurs des lieux sont là. Donc s'il y a Habitat et Humanisme dans une table ronde, s'il y a Yes We Camp, c'est bien. Mais le vocabulaire de demander de l'inclusion, moi je le trouve extrêmement piégeux, parce que c'est de la paillette en fait. Pour moi, c'est vraiment de la paillette. Et moi, je suis très d'accord avec Nicolas qui dit accueillir les corps. C'est ce que la ville ne fait plus ou très mal, accueillir les corps. Et c'est la première des violences. Donc c'est évidemment quand on démantèle un camp de migrants, on n'accueille plus les corps, évidemment. Mais quand on ne propose plus d'assises, quand on ne peut plus s'allonger dans l'espace public, quand on doit attendre un bus en position assis-debout, et non plus assis normalement, l'enjeu de l'inclusion, il est là, en fait, pour moi, d'abord. J'ai travaillé sur le projet de la Place de la République à Paris, quand j'y vais tout le temps, pour voir comment ça évolue. Un jour, je suis arrivée, il y a des bancs en bois sur la Place de la République à Paris, des grands bancs en bois, qui sont fabriqués à Saint-Malo, voilà. C'était une des choses importantes, qu'on ne fasse pas des assises individuelles. Et il y avait un tapis qui était sur ce banc, il y avait un oreiller, il y avait une bouteille d'eau auprès du banc, puis il n'y avait plus le corps de la personne, mais une personne avait dormi là. Moi, j'émergeais du métro le matin. Et voilà, de se dire que ça, c'est possible, pour moi, ça, c'est l'inclusion. Mais je trouve qu'il y a assez peu de rapport entre construire des assises pour accueillir des corps ou proposer des toilettes qui fonctionnent, et le cahier des charges des Réinventés Paris qui demande des solutions d'inclusion. Et le mot innovation est tellement à 90% le contenu réel du mot inclusion quand il est prononcé par Réinventer. Moi, j'ai travaillé aussi sur la programmation du pôle d'échange des Halles à Paris. Donc c'est 600 000 personnes jour, c'est beaucoup de gens précaires qui habitent là, vraiment qui habitent en fait à cet endroit-là, et c'est aussi beaucoup de gens de lointaines banlieues qui vont faire 3 heures de transport en commun dans une journée, donc ça c'est une précarité, c'est fatigant. Et on nous disait c'est quoi les programmes innovants qu'il faut mettre dans des chiottes. En fait, c'est évident. Et en fait, on s'est bagarré pendant 9 mois et les gens disaient on a payé une étude de programmation, ils n'arrêtent pas de nous dire qu'il faut des toilettes. Ouais, désolé, en fait. Mais en fait, trouver le modèle économique des toilettes aux Halles, c'est compliqué. On va travailler dessus, on va trouver un opérateur, on va se poser la question des horaires d'ouverture. Et donc, le problème du mot inclusion, c'est que il vient s'attacher à des choses petites et humbles, et certaines personnes comme Nicolas le font très bien parce que autour de ça, il y a de la scénographie, il y a du récit, mais ces petites choses qu'il a décrites tout à l'heure sont assurées. Et ça, je ne vois pas comment le cahier des charges des Réinventés se prête à ce niveau d'attention. Merci. Quelqu'un d'autre veut répondre Je suis étranger à Réinventer. Moi, j'aimerais bien qu'on vive dans un monde où les mots seront opposables et que quand on dit inclusif, quand un promoteur dit je fais de la ville inclusive, qu'on quantifie derrière, qu'on regarde, qu'on compte, qu'on coche des cases. Et
Une ville inclusive, c'est une ville qui n'exclut pas. La ville aujourd'hui, elle exclut beaucoup par le prix. Donc déjà, il faudrait faire juste des trucs moins chers, que ce soit de l'habitat, des endroits de travail, des endroits d'apprentissage. Quel promoteur, parce que les jurys de Réinventer Paris, on raconte plein de trucs, on met des pots de tomates sur le toit, mais à la fin, ça coûte combien? Et est-ce qu'on peut rentrer? Qui peut rentrer? Qui sera là? Là, c'est des enjeux de cohabitation structurelle. Toujours sur un projet où on me dit, tiens, regarde, un beau tiers-lieu, je regarde quelle nouvelle possibilité d'usage, enfin, quelle possibilité d'usage, qui est là, et qu'est-ce que ce projet bouscule? Parce que si il y a une forme de consensus aujourd'hui pour dire on est un moment de rupture, de transition importante, il faut changer les modes de faire, oui, ok, mais en fait changer, on change que si on change vraiment, et on change si on est bousculé. Si ce qu'on faisait depuis 10 ans ou 40 ans où on pensait que c'était bien, en fait on va changer, et on doit être bousculé par des choses, et un projet nouveau, un projet qui remporte un nouveau lot, si en fait il bouscule aucun métier, c'est probablement qu'il est mal adapté à notre époque. Donc il faut aller chercher, il faut être prêt à changer les modes opératoires. Et je pense l'accueil aussi, quand est-ce qu'on se sent accueilli, mine de rien, ou en situation d'épanouissement, il faut qu'il y ait à la fois de la confiance et de la curiosité. Si on n'est que entre soi, en général, ce ne sera pas très intéressant. Et si on est tout seul avec plein d'autres gens qui ne sont pas pareils que nous, c'est trop difficile aussi. Donc si on veut qu'une ville plus inclusive, donc qui laisse de la place à des gens plus fragiles, plus il y aura des gens fragiles, plus les gens fragiles, tout le monde trouvera ça normal qu'il y en ait. Donc là, ce qui est à la mode, les occupations intercalaires, interstitielles, transitoires, temporaires, allons-y à fond. À chaque fois, tous les bâtiments publics notamment, mais tant mieux si les privés veulent bien s'y mettre, mais tous les bâtiments publics devraient avoir un usage temporaire d'accueil de populations plus fragiles, si possible de manière hybride avec d'autres choses, comme ça évite que ce soit seulement nous, on vient d'ouvrir un projet à Marseille dans un bâtiment de l'État de 4000 m², il y a un foyer, il y a un CHU de 80 places, les riverains au début étaient en panique sur l'arrivée de ces 80 personnes, et aujourd'hui il y en a que 40 parce que ça vient d'ouvrir, ils nous disent quand est-ce qu'ils arrivent les 40 autres, parce qu'effectivement on organise, parce qu'on est là avec d'autres fonctions en fait, et si on remplissait ça, et si on s'habituait tous à cette possibilité de rencontre, on irait vers de la ville inclusive. Mais peut-être pour ça, il faudrait arrêter d'étendre, arrêter de construire. Peut-être qu'une ville inclusive, ça passe par ne plus construire et davantage utiliser l'existant. Merci beaucoup. Il y a peut-être des questions dans la salle, où on a peut-être encore 5 minutes, je ne sais pas. Non, vous êtes KO depuis le début de l'après-midi, c'était trop long. Mais en tout cas, merci beaucoup de votre attention, merci de votre participation. C'est pas une question, mais je voudrais vous remercier, vous, Catherine Sabat, même si vous avez commencé en cassant l'ambiance, en nous rappelant qu'il y avait un certain nombre d'études qui montraient finalement qu'en Île-de-France, on était un territoire qui n'allait pas tout à fait dans le sens des pépites qui ont progressivement été dévoilées dans ce débat qui était très riche. Et donc, je vous remercie vraiment tous les quatre de tout ce que vous nous avez apporté, parce que finalement, c'est quand même notre temps fort associatif au niveau d'Habitat Humanisme Île-de-France. Et on a vu notamment cet après-midi, on a eu l'occasion de montrer tous les projets pour les 4 années à venir à peu près sur lesquels on va travailler en Île-de-France. Et on s'est rendu compte que la plupart de nos projets cherchaient à intégrer finalement ces différents pépites, ces différents éléments que vous avez pointés ici ou là, et chemin faisant dans vos différents propos, parce qu'on se rend compte effectivement que rendre la ville accueillante aux plus fragiles, c'est pas si simple que ça. Et qu'en fait, la mécanique, la sociologie et la psychosociologie va plutôt vers l'entre-soi, et c'est ce que toutes les études montrent en Île-de-France, quoi. Donc en fait, on sent bien que nous avons, puisque nous nous intéressons à toutes ces questions, une attention vraiment particulière à avoir, et à avoir finalement des process de mise en route de nos projets qui intègrent tous ces éléments qui permettent finalement de rendre la ville accueillante aux plus fragiles. Merci beaucoup.